D'abord, il faut parler de Lloyd Minor, qui a critériser et décrit de façon très précise à la fois la physiopathologie et la clinique de cette maladie si particulière. Et mon propos aujourd'hui, c'est d'élargir cette notion de déhiscence du canal semi-circulaire supérieur à toutes les troisièmes fenêtres. Car on a appris, je dirais, depuis 10 ans maintenant, que le phénomène de Minor n'était pas uniquement lié à la présence d'une déhiscence sur le canal supérieur. Je pense que ça, c'est une notion qui est encore mal partagée et qui a besoin de pénétrer dans les esprits pour le futur, ce qui nous oblige, nous, ORL, et je dirais nous, otologistes en particulier, à avoir une culture de l'imagerie de l'oreille qui soit très poussée. Alors c'est vrai qu'en tant que chirurgien de l'oreille, on est les seuls en vérité à avoir une idée de l'anatomie chirurgicale de l'oreille et à savoir se la représenter. C'est très, très difficile d'apprendre l'anatomie de l'oreille sans être rentré dans un rocher. Si on se penche uniquement sur les livres, on n'y arrive pas. Donc c'est en ouvrant les oreilles moyennes qu'on met les éléments les uns par rapport aux autres, et tout particulièrement le labyrinthe. Et c'est au travers de toutes les voies d'abord, plus de 1000 voies d'abord de l'angle ponto-cérébelleux, de voies translabyrinthiques, rétrolabyrinthiques, que j'ai eu dans mon cerveau, dans mon disque dur, l'image de la position exacte des canaux semi-circulaires, où il fallait les chercher, où il fallait les trouver, où il fallait avoir peur ou ne pas avoir peur. Donc j'insiste sur cette notion d'imagerie parce que dans les troisièmes fenêtres, si on n'est pas capable nous-mêmes, parce que les radiologues ne sont pas toujours informés, de rechercher les troisièmes fenêtres ailleurs que sur le canal semi-circulaire supérieur, où là c'est évident, eh bien on risque de passer à côté de certains diagnostics. Voilà pourquoi j'appelle ça le minor historique. Parce que Lloyd Minor s'est bien sûr penché, et il faut lui rendre hommage, sur les symptômes de cette déhiscence qui faisait que quand les malades possédaient ces symptômes, ils étaient souvent vus à la fin du XXe siècle comme des illuminés ou des feignants, avec des signes un peu bizarres, comme la sensation de sentir ses yeux bouger. Les gens se demandaient si ce n'était pas des hallucinations psychiatriques en vérité. Et puis on a compris petit à petit, grâce à lui, que plein de symptômes que présentaient nos patients et qui ne nous disaient pas grand-chose à l'époque étaient liés à cette anomalie anatomique qui n'était pas spontanée, mais qui a été créée par le temps et l'usure du temps. Et voilà, ça, il fallait en prendre conscience. Donc, il y a de plus en plus de malades chez lesquels on découvre des déhiscences. En France, on peut dire qu'il y a une association, l'association du syndrome de Minor, qui fait beaucoup pour le développement de la connaissance auprès du grand public de cette maladie et que les gens se sentent moins isolés et moins en errance, car c'est ça qui les caractérise, l'errance diagnostique, car le premier niveau généraliste, en tout cas, je pense que ça doit être la même chose chez vous, sont dans l'ignorance totale de cette maladie et des conséquences qu'elle peut avoir sur la vie quotidienne des gens, sur leur capacité à travailler. Et beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, se trouvent en difficulté avec leurs arrêts de travail qui sont mal compris, mal évalués ou parfois refusés au niveau du système social français. Donc, il est bon d'insister sur tous les symptômes, comment on arrive au diagnostic, et ça nous appartient, surtout nous, otoneurologistes vestibulaires, qui avons cette capacité à analyser les vertiges. Et cette maladie, elle nous apprend plein de choses. Elle nous apprend notre ignorance d'abord, puisque nous sommes restés des siècles sans connaître cette maladie et en classant ces malades, Dieu sait où, comme des migraineux, comme des ménières, des faux ménières, des VPPB. Bref, on les avait rangés dans le mauvais tiroir, tout simplement parce que le tiroir n'existait pas, qu'il fallait en créer un. Et ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de malades qui ne rentrent pas dans les tiroirs et que peut-être, un jour ou l'autre, il faudra créer un nouveau tiroir pour une nouvelle maladie.
Ça, c'est l'aspect un peu philosophique des choses que nous apprend cette maladie de découverte récente, alors que l'imagerie était déjà bien là et bien puissante. Alors, maladie jeune, sûrement. 25 ans, c'est rien pour la connaissance d'une maladie, rien du tout. Rare, c'est sûr, mais pas si rare qu'on l'a longtemps cru. Et maintenant, on arrive à découvrir des patients dans le désert de l'errance médicale qui appartiennent, ou qui en tout cas qui sont possesseurs de cette maladie qui est potentiellement destructrice pour leur qualité de vie. Donc en fait, la première observation, je l'ai partagée dans un congrès avec Giannoli, auto-neurochirurgien américain, qui, l'histoire est étonnante, hein, qui un jour opère un patient qui avait fait une méningite d'une encéphalocèle du toit du rocher, donc le cerveau dans l'oreille moyenne, et donc il fait comme j'aurais fait, il fait une voie d'abord de la fosse moyenne pour remettre le cerveau à sa place et recréer un toit du rocher. Or, ce patient, avant, bien sûr, il avait fait sa méningite, mais il avait énormément de vertiges et plein de symptômes qui étaient en fait des symptômes de minor. Et à l'époque, Giannoli n'avait pas, comme personne d'ailleurs, les radiologues n'avaient pas prêté attention au fait qu'il avait une déhiscence canalaire. Donc il a ouvert le toit du rocher, il a fait son volet crânien, il soulève la méninge et il se préoccupe bien sûr pour l'essentiel de couper la hernie cérébrale, de recréer un toit du rocher, de faire une greffe méningée. Et puis voilà, puis il referme. Mais bien sûr, cela l'a obligé à décoller tout autour. Et il a sûrement décollé et recouvert la déhiscence qui était présente. Et le patient au réveil lui dit, mais monsieur, mais qu'est-ce que vous avez fait là? J'ai plus du tout de vertige. Alors, il a trouvé bizarre. Donc, il s'est replongé dans la symptomatologie initiale et il a vite compris que, en mettant ça en parallèle avec l'imagerie, il y avait peut-être un rapport avec cette déhiscence du canal supérieur. Et voilà, très très vite, un an après, ben, Maynor a fait la description que vous connaissez de cette maladie avec les symptômes qui s'y rattachent et, secondairement, très vite, le traitement chirurgical qui paraissait assez logique, hein. C'est-à-dire qu'il opérait, il a proposé d'opérer parce que c'était sa culture et qu'il avait été formé à ça, comme certains chirurgiens en France comme moi, à des voies d'abord neurochirurgicales, qui avaient cette culture que j'ai apprise de mon maître Michel Portman à l'époque où on faisait des décompressions du nerf facial par la fosse moyenne, on allait chercher le ganglion géniculé, tout ça. Donc on avait cette culture de cette voie d'abord qui est peu répandue chez les ORL, dans beaucoup de pays, c'est même tout à fait interdit, et simplement réservé aux neurochirurgiens. C'est pour ça qu'on verra que les grandes séries de maladies de mineurs opérées sont pour l'essentiel neurochirurgicales, parce que beaucoup d'ORL se sont interdits cette voie d'abord, à juste titre, avant que la voie transmastoïdienne soit décrite. Donc Minor, merci à lui, merci à cette idée. Voilà, ça a permis de comprendre qu'il y avait plein de malades très handicapés, en errance, qui avaient qu'on classait dans les béances tubaires, souvent, vous savez, cette chose-là qui existe, hein, où les gens, à la différence du minor, s'entendent respirer, ce qui n'est jamais le cas dans le minor. Ils s'entendent parler, ils s'entendent mastiquer, ils entendent les bruits intestinaux, ils s'entendent marcher, ils entendent les yeux bouger, mais ils ne s'entendent pas respirer comme dans la béance tubaire où on voit le tympan qui bouge à la respiration. Donc ces patients ils étaient pris pour des fous, voire des tirs au flanc au niveau professionnel, alors qu'il n'en était rien. Surtout que, au-delà de tous ces symptômes otologiques, vestibulaires, se rajoutaient des symptômes cognitifs avec une fatigue chronique, une céphalée, des troubles de concentration sur lesquels je reviendrai et qui contribuaient à faire de ces malades des faux psychiatriques. Alors,
En fait, la seule chose qui nous permette de savoir quelle est la fréquence de la déhiscence du canal supérieur, en tout cas anatomique, parce qu'il y a une différence entre anatomique et fonctionnel, hein, on peut avoir une déhiscence sans aucun symptôme, c'est environ 0,5-0,6% des individus à un instant T. Et on le voit sur des autopsies, alors qu'au départ, dans les années 2000-2010, on trouvait des déhiscences sur les scanners de l'époque, avec la résolution spatiale dont ils disposaient, dans 7,5% des cas. En 2017, Soud avait écrit ça. 7,5, c'est beaucoup. Et en fait, c'est trop, parce qu'il y avait une surévaluation et des faux positifs scanners, et j'y reviendrai. Donc, on a décrit des déhiscences chez l'enfant, mais il faut bien dire que c'est plutôt chez l'adulte que ça se manifeste dès l'âge de 45, puis ça va crescendo avec le temps, parce que la physiopathologie est probablement en lien avec l'âge et l'usure de la capsule otique par le poids du cerveau. Voilà, ça c'est cette notion-là. Alors la définition radiologique, elle est, pour le binôme classique, elle est simple, hein, c'est l'ouverture de la lumière du canal supérieur sous la méninge et de façon plus large sous une structure molle pour créer cette troisième fenêtre, cet échappatoire vibratoire. Donc, soit on a une déhiscence sous la méninge de l'étage moyen, la forme banale, si j'ose dire, et parfois, beaucoup plus rarement, c'est le sinus pétreux supérieur, donc qui est un sinus tout à fait normal, qui fait partie des 4 sinus qui enrobent le rocher. Sinus pétreux supérieur, sinus pétreux inférieur, sinus sigmoïde et sinus caverneux. Le sinus pétreux supérieur, donc il court sur la crête pétreuse et parfois, et on le verra sur des scanners et sur des rochers, il creuse sa route dans le rocher lui-même, ce qui n'est pas toujours le cas. Et quand il creuse sa route et s'il creuse profond, il va rentrer en contact avec le canal supérieur en créant une interface molle qui est génératrice de la troisième fenêtre. Alors pourquoi? On a mis en avance plein de choses, hein, une prédisposition congénitale, un métabolisme anormal du labyrinthe osseux, l'érosion du temps, ce qui me paraît le plus probable, hein, du fait du poids du cerveau et de sa pulsatilité, hein, c'est l'effet Rameau. Et puis, il y a une notion qui me paraît essentielle et qui vous apparaîtra, je pense, au travers de votre expérience personnelle, c'est ce que Minor appelait le second event, donc le deuxième événement. Et le deuxième événement, c'est un choc, un traumatisme, qui peut être un trauma crânien, un traumatisme extérieur ou un traumatisme intérieur, qu'on appelle un blow-in, comme dans les fistules périlymphatiques, qui va créer une surpression labyrinthique qui va casser la petite coque osseuse, cette petite coquille d'œuf qui reste encore sur le toit du canal alors qu'il n'est pas encore totalement ouvert. Donc là, il y a la fracture, si j'ose dire, du canal de l'os restant qui va ouvrir les symptômes. Et le patient rentre dans sa maladie à ce moment-là, soit tout de suite après le traumatisme, ce qui est le plus fréquent, soit au bout de quelques mois. Et ça, c'est parfaitement documenté dans la littérature, notamment sur cette publication de 2021 américaine, neurochirurgicale, de 229 cas. Donc, qui dit mieux de réparation chirurgicale par la voie de la fosse moyenne. Et vous voyez, souligné en jaune orangé, que la présence d'un traumatisme crânien est reconnue dans près de 18% des cas de ces patients, que ce soit une atteinte unilatérale ou une atteinte bilatérale. C'est quand même beaucoup, 18%. Donc cela veut dire qu'il nous appartient, quand on interroge ces patients, de rechercher cette notion de traumatisme parce qu'elle contribue au diagnostic à l'échelle de l'interrogatoire. Alors les symptômes audiologiques qui sont parfaitement connus, c'est l'hyperacousie, l'autophonie,
les acouphènes pulsatiles. Alors, dans une série récente de Carré, Carré, c'était celui qui a beaucoup travaillé avec Minor, maintenant ils sont séparés, et Carré dit même que l'hyperacousie, c'est 96% des cas, que l'hyperacousie osseuse, c'est-à-dire le fait d'entendre tous les bruits intérieurs, cette hyperacousie osseuse se présente dans 98% des cas. Et dans sa série la plus récente, de Carré, hein, c'est une série publiée ce mois-ci, hein, ce mois-ci en 2026, février 2026, 70% de ces patients ont un acouphène pulsatile. Alors, ils n'arrivent pas toujours en vous le disant, mais si vous les interrogez, ils ont un acouphène pulsatile très fréquemment. Alors, il n'est pas toujours au premier plan clinique, mais il est là. Et il contribue à enrichir la symptomatologie et à rendre le diagnostic plus facile. Bon, l'hyperacousie osseuse, mouvement des yeux, bruit digestif, marche, mastication, enfin, pour les patients, c'est terrible, hein, parce qu'ils s'interdisent de parler, parce que quand ils parlent trop fort, ils ont des vertiges ou ils ne supportent pas leur propre voix. Et puis, toujours dans la série des symptômes audiologiques, il y a la surdité. Alors, la surdité, elle est rare, en fait, hein. Il y a à peine un tiers des patients qui ont une réelle atteinte auditive. Et quand ils en ont une, elle est limitée, hein, elle est limitée à l'atteinte des fréquences graves. Mais elle est présente. Alors, sur le plan vestibulaire, évidemment, c'est parlant et c'est ce qui fait le handicap de ces patients, hein. Le phénomène de Tullio, d'abord, hein, qui a été décrit par Tullio, donc chez les pigeons, hein, il faisait des déhiscences, il créait des déhiscences labyrinthiques. Et quand il envoyait des sons aux pigeons, ça créait des mouvements oculaires. Par définition, le phénomène de Tullio, c'est un mouvement oculaire déclenché par le son, euh, mouvement oculaire qui s'associe bien sûr constamment à une sensation vertigineuse. Les patients se plaignent aussi, bien sûr, quasi constamment de vertige à l'effort, à la poussée, à l'éternuement, au valsalva. Voilà, cette gêne, elle est très classique. Ce qui l'est moins peut-être, c'est les faux VPPB. On peut comprendre que ce canal supérieur a une dynamique hydraulique très perturbée qui va contribuer à créer par instant des phénomènes de vertige positionnel avec des nystagmus qui ressemblent, à s'y méprendre, à un vertige par canalolithiase. Et ce sont souvent des patients qui passent dans les mains, en tout cas en France, de kinés vestibulaires qui les manipulent, et puis ça s'arrange. On se demande comment, mais c'est le cas. Et quand ce symptôme est isolé, évidemment, c'est trompeur. Ils ont, quand la maladie commence à évoluer, une instabilité chronique et des oscillopsies. Ils sont assez logiques, surtout quand l'atteinte est bilatérale, c'est quand même assez fréquent. Un état nauséeux chronique. Moi, j'ai des patients qui se plaignaient beaucoup de ça. Et ce qui est très intéressant, et Giannoli l'a très bien dit, Giannoli, qui s'est beaucoup intéressé à ça, puisqu'il a été le promoteur, en quelque sorte, avant Minor, le découvreur, si j'ose dire, dit bien que, enfin, c'est sa vision des choses, que les patients minors commencent par avoir un acouphène pulsatile, ensuite ils rentrent dans la maladie vestibulaire par le phénomène de Tullio, l'hyperacousie osseuse et les vertiges un peu chroniques. Et ils finissent leur maladie avec une diminution des phénomènes vestibulaires que je viens de décrire et l'apparition de crises de Ménière. Et on verra pourquoi. Donc il ne faut pas s'étonner, surtout, de voir chez les patients mineurs des phénomènes méniériformes. J'insiste là-dessus parce que c'est peu décrit et c'est la réalité de la vie. Et donc, ça contribue à l'errance diagnostique, parce que quand ils sont pris pour des ménières, ça ne va pas forcément marcher aussi bien qu'on voudrait. Il convient aussi d'insister sur des signes méconnus qui font une grande partie du handicap de ces patients. C'est un syndrome de fatigue chronique, mais il n'est pas propre en vérité à la maladie de Milorm, c'est propre à toutes les maladies vestibulaires chroniques et récurrentes. On le voit dans le Ménière, dans la migraine vestibulaire, dans le PPPD, etc. Ces troubles cognitifs, c'est une lenteur d'idéation, la sensation d'avoir perdu 20 points de QI,
des troubles de mémoire, voilà, on ne trouve plus ces mots. Bon, quand vous arrivez ça vous arrive à 80 ans, c'est pas très surprenant, mais quand ça vous arrive à 50 ans, ça l'est davantage. Donc la peur d'un vieillissement dégénératif commence à les étreindre. Et puis il y a aussi un déficit de concentration qui est un handicap professionnel incontestable chez les patients qui ont des positions centrales hein, dans une société ou même dans la fonction publique. Donc tout ça, c'est constitutif du handicap social. Et je reprends les mots d'Ashley Wakim. Monsieur Ashley Wakim, avec tout un groupe, a écrit un numéro spécial Frontiers in Neurology 2021 que je vous invite à compulser, où il y a tout un tas d'articles sur le mineur. Et il a écrit, je vous l'ai traduit bien sûr, il a été montré que les patients présentant des pathologies vestibulaires périphériques, pardon, il manque un S, dont le SDS, souffrent de déficits cognitifs qui s'améliorent sous traitement. C'est ça qui est important. Et il s'agit d'ailleurs de conforter les malades en leur disant, voilà, si je vous opère, vous serez peut-être sans, et si tout va bien, vous serez moins fatigué, vous allez retrouver votre potentiel intellectuel intact tel qu'il devrait être. Euh, alors les céphalées, c'est un problème parce qu'elles sont très fréquentes chez les patients mineurs. Alors évidemment, Ashley Wakim encore et toute l'équipe, si j'ose dire, se sont penchés sur cette question et ils disent qu'il faut souligner que beaucoup de troisième fenêtres, dont le SDSS, sont associés à des céphalées migraineuses, qui sont, et là il faut bien l'éclairer, hein, soit comorbides, c'est-à-dire que ça, c'est un migraineux qui devient mineur, soit exacerbée ou induite par la symétrie. C'est-à-dire que la migraine est secondaire à l'apparition de la maladie de Milor. En tout cas, il y a une intrication. Alors, la pathophysiologie de la troisième fenêtre va expliquer tout, à peu près tout. Les mouvements oculaires en sont forts, le nystagmus vibratoire, les PO anormaux, la solidité de transmission et l'hydrope secondaire. Alors, Minor, il avait très bien décrit le fait que, bon, voilà, le son rentre par le stapes et normalement, le son ne modifie la structure ou ne fait vibrer que la partition cochléaire. On est d'accord. Le vestibule, il est neutre dans l'affaire. Il n'a pas de raison d'être stimulé par le son, sauf si le son est très fort, ce qui est la base des VEMP, où il y a une stimulation saculaire. Mais autrement, dans la physiologie et dans les sons courants, qui dépassent rarement 80 décibels, eh bien, vous n'avez pas de raison que le son stimule le vestibule. Et on est construit comme ça, c'est fait pour. Mais là, étant donné qu'il y a une ouverture en haut du canal supérieur, il y a un appel d'eau. De la même façon que si vous avez dans votre maison le vasistas sur le toit qui est ouvert, et que vous ouvrez la porte de votre maison et qu'il y a du vent, vous allez créer un courant d'air qui va agiter du rez-de-chaussée à la toiture. Donc c'est un peu la même chose. Donc le son, une partie du son de l'énergie vibratoire va être appelée dans le canal supérieur, va faire vibrer l'ampoule du canal supérieur et créer un nystagmus torsionnel et verticale supérieure qui est dans le plan du canal supérieur. Donc, il ne faut pas s'en étonner. Et en même temps, c'est une perte de charge vibratoire de la partition cochléaire qui va être génératrice d'urine, une solidité de transmission d'oreille interne, et donc d'urine que l'on observe sur les fréquences graves. Donc, on a finalement l'explication de beaucoup de choses. Il y a eu des études, évidemment, c'était tout à fait passionnant, qui se sont branchées là-dessus pour essayer de comprendre et d'analyser ce qui se passait. Et d'ailleurs, Minor, dès 2005, publiait une modélisation mathématique de l'oreille interne qui était très connue, hein, qui a déjà été écrite il y a très longtemps par Szydłowski dans les années 1970, donc il y a 50 ans hein, que la modélisation mathématique existe.
Et si on estime qu'il y a une notion de capacité électrique au niveau du canal supérieur, eh bien, il y a une fuite. On modélise en quelque sorte la fuite vibratoire et on crée, sur ce modèle mathématique, on voit apparaître le RIN sur les graves. Voilà, donc c'est une surprise en rien. De la même façon, Minor, il a regardé les mouvements oculaires supérieurs, vous voyez, générés avec un effet on-off par un son à 110 décibels, 2 kHz. On voit apparaître le mouvement oculaire. Ou sur une manœuvre de Valsalva, on voit aussi apparaître le mouvement oculaire. Donc ça se retrouve avec bien sûr une composante verticale que vous voyez là, une composante torsionnelle. Donc tout ça c'est logique, c'est attendu, mais encore fallait-il le démontrer. Et ça colle parfaitement avec ce que l'on voit cliniquement. En 2007, sur des rochers humains, et en utilisant la vélocimétrie, Chin et collaborateurs avaient créé sur des rochers humains des déhiscences du canal supérieur et regardé ce que devenaient les vitesses circulatoires du liquide dans l'oreille. Quand on ouvrait à l'ouverture, on voyait l'accélération des mouvements liquidiens, donc le phénomène de courant d'eau en quelque sorte, hein, auquel je faisais référence, à l'ouverture, qui disparaissait après patch. Donc finalement, tout s'emboîte, c'est logique, c'est rassurant. Et on voit aussi sur ces mêmes modèles que le mouvement de la fenêtre ronde euh, a, avant, si vous voulez, à la base, était largement sous-dimensionné dès que l'on créait une brèche, euh, dès que l'on créait une brèche sur le toit du canal supérieur. Donc, diminution des vitesses circulatoires, diminution des mouvements de la fenêtre ronde, augmentation des vitesses circulatoires, diminution des mouvements de la fenêtre ronde par perte de charge vibratoire dans la partition cochléaire, et qui disparaissait après patch de cette ouverture créée. Et on avait le même phénomène au niveau de la fenêtre ronde, mais cette fois plus limité, vous voyez, centré sur le 1000 Hz. Songer Rozowski, Hearing Research 2010, Chinchilla, diminution de l'augmentation, exprime l'augmentation de la voix osseuse sur les fréquences graves entre les 150 et les 500 Hz. Vous remarquerez, et c'est très important sur le plan clinique, que le 1000 Hz n'est pas intéressé. Voilà. Donc ça, c'est très important. C'est juste la conduction osseuse qui est trop bonne. Et c'est ce que l'on observe en réalité. Alors on se dit, ben voilà, est-ce que finalement la taille de la licence joue? Euh, Pas tellement. Elle ne joue pas tellement, euh, mais on voit bien toujours ce phénomène de RIN. Alors en 2017, l'équipe de Curtois, dans Experimental Brain Research, va regarder, va patcher les neurones issus du canal antérieur pour voir quelle est la réponse neuronale à la stimulation sonore en cas de déhiscence. Donc on voit la stimulation sonore et on voit qu'il y a vraiment, c'est très clair, à chaque stimulation, des décharges des neurones issus du canal supérieur qui sont time bloqués sur, la vitesse de stimulation, la fréquence de stimulation. Alors, ce qu'on a cherché à expliquer, à comprendre aussi, c'est pourquoi les VAMP étaient augmentés, pourquoi il y avait aussi un EKG Meinier-like. Bien, cette équipe, dans Neurological Research en 2023, toujours Curtois, a hypothésé la notion d'onde stationnaire et d'un flux liquidien poussant comme ça à partir de la déhiscence vers le labyrinthe ou vers, cycle par cycle, hein, la pression augmente dans la cruche commune, mais aussi
dans la direction de l'ampoule du canal supérieur et du vestibule, en poussant de l'endolymphe et en générant d'une certaine façon un phénomène d'hydrops. Donc on a peu ou prou une explication qui n'est pas complète, mais qui est déjà intéressante, de l'apparition d'un hydrops secondaire, mais qui n'est pas forcément très important, mais qui peut expliquer les phénomènes de Ménière que l'on observe dans l'évolution de cette maladie. Donc il y a une chose sur laquelle je voudrais insister, parce que vous allez le retrouver dans votre expérience clinique quotidienne, c'est la grande intrication entre trois choses, le minor, le Ménière et la migraine. Beaucoup de patients migraineux euh, vont avoir des crises méniériformes, et c'est là, dans cet intervalle, qu'on ne sait plus trop, chez certains patients, si ce sont des Ménières ou si ce sont des migraineux. Et en même temps, comme je vous l'ai dit, le minor, il a souvent mal à la tête, plus en fréquence, que la fréquence de la migraine seule. Et le minor, il fait aussi du Ménière. Donc, je crois qu'il faut retenir ce schéma, cette grande intrication, pour mieux comprendre la présentation clinique des malades telle que vous allez les voir dans vos cabinets de consultation. Alors, ces patients, vous allez les examiner. Et il importe d'être très précis dans son examen et très complet. C'est pas très compliqué. Ils arrivent avec leurs symptômes, ça doit déclencher chez vous des phénomènes automatiques, comme la recherche du signe de la fistule au doigt ou à la tympanométrie, si vous avez la possibilité même dans votre cabinet que votre audiomètre n'est pas à côté. S'il est à côté, c'est encore mieux. Vous mettez un casque à 100 décibels et vous pouvez voir les mouvements oculaires générés par le son. Ou le signe de la fistule, c'est très facile avec le doigt dans le conduit auditif de créer une hyperpression qui va générer un nystagmus. Enfin, nystagmus n'est pas le bon mot. Il faut revenir plutôt à la terminologie mouvement oculaire. C'est plus juste. Nystagmus, c'est un mouvement rythmique automatique. Ce n'est pas le cas. C'est un mouvement généré par ce que l'on produit dans le conduit auditif ou ce que le malade va faire en se mettant en valsalva, par exemple. Euh, Ce qui est important, je pense, et qui fait partie des outils qu'on a dans son cabinet, c'est un, et donc, quand on fait de l'autoneurologie vestibulaire, c'est posé sur le bureau, hein, c'est le diapason. Alors, le diapason, il vous sert à tester la palesthésie, mais pas que. Il vous servira aussi à faire un diagnostic de minor en quelques secondes. Faites vibrer votre diapason et posez-le sur la malléole externe du patient. Il va vous dire tout de suite, ah docteur, qu'est-ce qui se passe? J'entends la vibration dans mon oreille. Alors, vous pouvez essayer sur vous, ça ne donne pas ça, hein. Donc, c'est un peu comme on le voit, la vibration induite dans l'autospongieuse en mettant le- le diapason sur le genou. Là, c'est pire. Des Italiens ont même décrit un audiogramme de la cheville. C'est pour vous dire que la puissance de cet examen clinique, l'examen clinique dans cette maladie. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit test très simple, vous verrez. Alors, nos amis suisses ont décrit le Fremitus nystagmus, que je n'ai jamais trouvé en vérité. Je ne sais pas si certains ont essayé ça. Ça consiste à demander aux malades de faire comme ça, de raisonner, et on devrait voir apparaître un nystagmus. Moi, je dois dire que je ne l'ai jamais vu. Alors voilà, l'aspect, quand on met le doigt dans l'oreille, vous avez l'œil qui monte. Alors quelquefois avec une rotation, d'autres fois c'est moins franc. Chez ce patient, la rotation est plus évidente, vous voyez, et l'ascension l'est moins. Là, on a plus un phénomène d'ascension, sans trop de rotation. Mais bon, ce phénomène est quand même assez caractéristique et ça n'a rien à voir avec le signe de la fistule qu'on voit dans les cholestéatomes sur les fistules du canal latéral où on génère un mouvement oculaire horizontal. Donc c'est clair, c'est le canal que l'on stimule, en l'occurrence le supérieur, qui va vous donner un mouvement oculaire dans le plan de son canal. Alors, quel bilan paraclinique il faut déclencher? Il y a des choses qui sont essentielles. Bon, le scanner, ça va de soi.
Les PO, c'est obligatoire. Je crois qu'on ne peut pas s'affranchir de ça. Il y a pas beaucoup de... Il y a quand même du matériel pour faire ça. C'est pas si simple à apprendre et à bien faire, mais il faut absolument le faire, au moins les PO musculaires. PO oculaires, si vous êtes équipé, tant mieux, mais c'est pas absolument nécessaire. Et c'est, à mon avis, moins sensible. Euh, la VNS sous tympanométrie et stimulation à 100 décibels ou avec aussi le test vibratoire osseux qu'a parfaitement mis en avant Georges Dumas. Je ne sais pas s'il est là, mais je sais il est avec vous aujourd'hui. Ce test vibratoire osseux est absolument essentiel dans cette maladie. On y reviendra. L'écho-G, il a sa place puisque, comme je vous l'ai dit, il y a un phénomène d'hydrops dans cette maladie. La VNG peut être utile, mais ça n'est pas essentiel parce qu'il n'y a pas de déficit vestibulaire. Le vestibule, il fonctionne. Donc, il ne faut pas s'attendre à des choses bien particulières, sauf si vous faites sous VNG un test vibratoire. Et là, vous verrez des choses. Le VHIT, le canal n'est pas bouché. Il fonctionne. Donc, vous aurez souvent un VHIT sans trop d'anomalies. Mais je pense qu'il faut le faire quand même pour rechercher s'il n'y a pas un déficit vestibulaire associé, surtout quand la maladie est très évoluée. Voilà l'audiogramme type du, quand il existe. Hein. Bon, ça, c'est un tiers des patients. La plupart ont une audition normale. Normale, en voie aérienne, mais la voie osseuse est le plus souvent perturbée, trop bonne. Mais encore faut-il que vous recherchiez cette voie osseuse trop bonne, mais je vous invite à le faire quand les patients ont une symptomatologie telle que je l'ai évoquée. Les points jaunes, c'est les réflexes tapédiens. Donc, les réflexes tapédiens sont présents. Ils sont mal supportés. C'est-à-dire que les patients, quand vous leur faites les réflexes tapédiens, ils ont parfois des mouvements oculaires, ils se sentent tomber, ils vont pas bien. Ils n'aiment pas. Mais vous avez un réflexe tapédien. Donc, ça évite de faire de faux diagnostics d'autospongiose et beaucoup des premiers patients de Minor avaient été opérés d'autospongiose à tort. Voilà, c'est la fameuse pseudo-autospongiose. Et là, j'ai pour le plaisir de vous montrer un de mes premiers patients, vous voyez, qui date de novembre 2005, qui se présentait comme ça. Alors vous dites, ben voilà, j'ai une autospongiose. Eh bien non, ce n'était pas une autospongiose car le réflexe tapédien était présent. C'était un minor, mais pas que. Parce que, une fois encore, j'insiste, le minor ne donne pas de surdité au-delà du 500 Hz. Donc, si vous avez une surdité mixte qui touche le 1000 et le 2000, c'est qu'il y a autre chose. Et ce qui va très bien avec le minor, puisqu'il y a une usure du toit du rocher, c'est l'encéphalocèle qui vient appuyer sur le marteau et créer donc une surdité de transmission complémentaire, plus sévère, et ou une fixation du marteau ou une autospongiose associée. Et ça aussi, ça se voit. Donc, cette image-là peut être celle d'un minor, mais avec son cortège de déhiscence du toit du rocher. Donc voilà les PO à 500 Hz que vous devez de faire avec un seuillage. Bien entendu, on va spontanément, si vous faites que du 100 décibels, vous voyez quand même une différence d'amplitude très nette. Mais c'est plus intéressant de seuiller et de descendre jusqu'à 70 décibels. Là, en l'occurrence, à 80. Donc, vous avez une différence d'amplitude, un seuil plus bas. Sur le 500 Hz, c'est extrêmement sensible parce que c'est une fréquence grave. C'est, voilà encore un cas identique où là, cette fois, c'est bilatéral avec une atteinte à droite qui est plus importante. Euh, le plus sensible des PO, enfin de la fréquence la plus sensible, c'est le 4000 Hz. Parce que c'est une fréquence très aiguë qui n'a aucune raison de stimuler le sacule. Et vous voyez d'ailleurs que le sacule de ce côté-là reste tranquille, il ne dit rien. Alors que sur un côté fistulaire, vous allez avoir une réponse qui est tout à fait pathologique en elle-même. Qu'elle existe n'est pas normal. Donc faites le 4000 Hz aussi. Alors, je reviens sur la publication de Georges Dumas dans Frontiers in Neurology en 2023. C'est pas si fréquent qui vous fait, avec toute l'équipe
de Grenoble, également Curtois, Castellucci. Vous voyez, il y a vraiment Philippe Perrin. Vous avez une très très belle une panoplie de gens de grand talent qui ont montré l'intérêt de ce test dans ces phénomènes. Voilà, ici vous avez en VNG la présence à la fois d'un nystagmus, enfin vous voyez la nystagmus verticale parfaitement identifiée. L'éco-G Word a beaucoup. Word, c'est l'équipe de Minor, comme d'ailleurs Carré aussi, où on voit le potentiel de sommation qui va disparaître après la chirurgie. C'est de même pour les VEMP, d'ailleurs, qui disparaissent une fois que les patients, enfin, l'anomalie des VEMP qui disparaît après. Alors, les critères de la Barani sont très importants, bien sûr. Ils ont été écrits dans Vestibular Research, comme toujours, le journal de la Barani. Premier critère, au moins un symptôme de troisième fenêtre, et j'entends par là l'hyperacousie osseuse, hein, les yeux qui bougent, l'entendre ses yeux bouger, les bruits, etc. Vertige au son fort, ou oscillopsie. Vertige à la pression ou à l'effort. Alors en général, les patients, ils ont tout à la fois, hein, mais un seul suffit. Au moins un test paraclinique qui montre qu'il y a une troisième fenêtre. Mouvement oculaire dans le plan du canal au son ou à la pression. Voix osseuse négative, qui a la même valeur. OVEMP ou CVEMP pathologique. Et bien sûr, une déhiscence radiologique. Alors l'importance de ces critères, c'est bien sûr que vous puissiez vous y retrouver dans la maladie et vous stimuler pour chercher tout ça, d'une part. Et d'autre part, c'est intéressant quand on fait des publications, parce que si on n'a pas ces critères-là, on ne peut pas dire, voilà, j'ai vu tant de minors, j'en ai opéré tant, etc. Il faut qu'ils répondent à ces critères pour pouvoir les classer dans une publication comme telle. Alors j'insiste sur cette notion parce que je pense elle est en train de prendre trace maintenant de plus en plus dans cette maladie, c'est les intrications avec la migraine vestibulaire. Et je reprends les mots de c'est Smetak, je crois, qui avait publié ça dans Otologie, Neurologie en 2022. Les symptômes de la migraine se confondent avec ceux du minor et une migraine méconnue ou maltraitée peut contribuer à un échec chirurgical. Pour le chirurgien, c'est très important. Vous opérez un minor migraineux, attention. Pour mieux commencer par lui donner un traitement antimigraineux pour voir quelle est la part du feu. Qu'est-ce qui est le plus migraineux? Parce que la migraine peut donner beaucoup de ces symptômes, parce qu'à cause de l'hypersensorialité qui lui est attachée. Et je pense qu'il faut recommander chez ces patients mineurs migraineux de commencer par un traitement antimigraineux. Donc, l'aroxyde, bêta-bloquant, c'est important. J'insiste là-dessus. Donc, voilà, c'est une de mes premiers patients opérés. À l'époque, on ne faisait pas de seuillage, mais l'oreille droite comme l'oreille gauche, c'était bilatéral, était nettement augmenté en intensité. J'opère le côté droit. Là, on est passé en seuillage et on voit que ça se normalise, alors que l'autre côté reste pathologique avec réponse jusqu'à 70 décibels. J'opère le côté gauche, donc les deux côtés opérés, et on a des potentiels évoqués auditifs, des potentiels évoqués, pardon, des VIMP qui se sont complètement normalisés des deux côtés. Donc la chirurgie n'a pas été invasive, elle a été efficace. Et ça montre bien que ces anomalies d'amplitude et de seuil des PO sont bien liées à la troisième fenêtre, si tant est qu'on en doute. Alors, l'imagerie, elle fait des progrès. Dans Ménière, l'imagerie d'Hydrops, c'est formidable. Mais parallèlement, l'imagerie osseuse, les scanners progressent beaucoup. Le scanner classique, il descend au-dessous de 0,5 mm. Le scanner, le Conbin descend à 0,12 mm de précision. Donc, c'est une imagerie où la résolution spatiale est de mieux en mieux. Et puis est apparu récemment ce qu'on appelle le scanner spectral à comptage photonique,
qui lui est encore plus précis. Vous avez une image à droite, là, que j'ai empruntée à Lazzarini, où on voit la précision d'image de la déhiscence veineuse, ici, sur le canal supérieur. Donc, grâce à ça, on n'aura plus de faux positifs, puisqu'on ne verra plus des images qui ressemblent à une déhiscence, alors qu'en fait, il reste une lame osseuse qui échappe à la précision du scanner. Alors, cette imagerie doit toujours être faite dans le plan de Pochel, c'est-à-dire le plan du canal supérieur qui est perpendiculaire à l'axe du rocher. Donc, les radiologues, ils le savent, ça, ils font ça très bien. Maintenant, ils le savent très bien. Et cette image, elle est pour vous exprimer ce qui se passait il y a 10 ans. Il y a 10 ans, avec les scanners de l'époque, on se trompait beaucoup. On a eu l'idée avec un de mes internes, qui est maintenant installé à l'hôpital de Pau, de prendre des rochers, 37 rochers de cadavres, et de les mettre dans un scanner. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on a vu qu'il y avait sur ces scanners-là des déhiscences. Notamment celle-là, qui est une déhiscence veineuse, et sur des images reconstruites en 3 dimensions, vous voyez ici le canal, le sinus pétreux supérieur. Ici, vous avez des petits trous dans le rocher, ce que Minot rappelait le Swiss cheese, c'est-à-dire le fromage suisse, hein, le gruyère, des petits trous dans le toit du rocher qui peuvent s'effondrer à un moment donné et donner une encéphalocèle, ou en tout cas une méningocèle. Le sinus pétreux supérieur, il est là, et là, vous avez la fistule sur le sinus pétreux supérieur. Donc, vous dites, ça y est, mon patient a une déhiscence. Et en vérité, quand vous prenez ce rocher, que vous le regardez au microscope, eh bien non, il y a une presque déhiscence, ce que mes Minor appellent la nearly dehiscent, presque déhiscence, mais il n'y a pas de déhiscence. Donc, on faisait beaucoup d'erreurs parce que le scanner de l'époque n'était pas capable de voir les petites pellicules osseuses fines, très fines, de 10 microns, qui persistaient encore et ne justifiaient pas de parler de déhiscence. Alors, est-ce que l'IRM nous est utile aujourd'hui? Pour moi, tel que je donne l'utilité, c'est dans le post-opératoire. Vous opérez un malade et finalement, ben, il n'est pas soulagé. Alors, vous dites pourquoi? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Est-ce que j'ai mal positionné mon plugin, etc. Et là, on voit par exemple sur ce cas-là qu'il y a bien un plugin du canal ici, qu'il est interrompu. Il n'y a plus de circulation évidente dans ce canal. Pourtant, la déhiscence reste présente sur cette zone-là. Ça montre bien que si vous ne bloquez pas en amont, en aval, ça ne marchera pas. Là, par exemple, il y a un seul blocage au niveau de la déhiscence, mais il y a encore probablement des mouvements qui se font en amont et en aval sur le bras ampulaire ou le bras commun. Donc, c'est intéressant. Quand un patient a été opéré et que ça ne marche pas, faire une IRM 3D en séquence haute résolution T2, séquence 6, Fiesta, etc., vous allez pouvoir reconstruire le canal et voir s'il y a toujours une déhiscence. En couplant ça au PO, s'ils sont toujours pathologiques, vous savez que vous n'avez pas résolu le problème. Et puis ça sert aussi, l'IRM, à faire de jolies images pour montrer l'amputation du canal supérieur. Alors, ce qui est important, je crois que c'est peut-être le point essentiel de mon propos aujourd'hui, c'est de vous montrer que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de déhiscence du canal supérieur que vous n'avez pas de minor. Il peut y avoir d'autres canaux qui sont déficients, déhiscents. Le latéral, le postérieur, le canal facial par rapport au deuxième tour de la cochlée, le bulbe jugulaire, etc. Et il y a des prévalences qui ont été montrées par Zarandi et collaborateurs dans le European Archives, avec, vous voyez, le canal supérieur, c'est 6%, mais vous avez aussi, et ça c'est important, nerf facial, première portion et cochlée, 6% aussi. Donc c'est très fréquent et c'est important donc de les rechercher. Là, par exemple, vous avez une déhiscence entre le canal supérieur et la fosse postérieure. Ce n'est pas si fréquent et il faut être sûr qu'il ne reste pas d'os d'ailleurs. Ici, la déhiscence n'est pas sur le toit du rocher, mais sur le versant fosse postérieure.
ce qui prouve que ce n'est pas toujours un phénomène d'usure, parce qu'il n'y a pas d'usure, il n'y a pas de poids cérébral dessus. Euh, Celle qu'il faut rechercher systématiquement, c'est celle-là. Faciale labyrinthique, deuxième tour de la cochlée. Et il faut bien regarder. Et si le scanner n'est pas précis, il y a aussi un gros risque de fausse image. Celle qu'on oublie quasiment constamment, c'est celle-là. C'est-à-dire, je reviens en arrière, la déhiscence entre la deuxième portion du facial et le canal latéral. Cherchez bien ça, parce que le radiologue, aujourd'hui, les radiologues ne sont pas informés. Donc, il vous appartient de leur dire, cherche au moins ça. Si vous ne savez pas, si vous n'avez pas les outils pour recouper vous-même les scanners, demandez-leur. Recherchez bien, facial labyrinthique cochlée, canal latéral, nerf facial. Voilà. Là, il n'y en a pas, il y a de l'os, et là, il n'y a pas d'os. Ici, il n'y a pas d'os, ici, il n'y a pas d'os, ici, il y a de l'os. Donc là, c'est facile de passer à côté. En revanche, là, c'est difficile parce que vous avez un bulbe jugulaire qui est au contact du canal postérieur. Ici, vous avez le bulbe jugulaire qui vient au contact du vestibule. Ici, vous allez voir que vous avez le canal, l'aqueduc vestibulaire ici, qui vient au contact du bulbe jugulaire. Donc, l'oreille interne touche un tissu mou et vous avez donc une troisième fenêtre. Vous avez dilatation de l'aqueduc vestibulaire et canal postérieur. La dilatation par elle-même, la dilatation de l'aqueduc vestibulaire est une troisième fenêtre. Et puis, celle qu'on oublie toujours, c'est la fossette cochléaire élargie. Ici, vous avez 2,7 mm, c'est largement 2 fois trop. Et ça crée des phénomènes pressionnels dans l'oreille qui miment le phénomène de troisième fenêtre. Alors, comment on traite ces malades? D'abord, on a longtemps dit qu'il n'y avait pas de traitement médical. Ce n'est pas tout à fait juste. Et moi, il y a longtemps que je donne à mes patients, dans l'attente du Diamox, l'acétazolamide, et j'ai trouvé une résonance à cette attitude dans une publication récente de l'équipe espagnole en 2025, qui écrit: En cas de symptômes légers à modérés, la prescription d'un traitement médical utilisant les diurétiques comme l'acétazolamide a montré des résultats prometteurs. Donc ça peut s'essayer avec les précautions d'usage vis-à-vis de ce médicament qui est dangereux. Et il doit être utilisé avec une surveillance biologique très étroite, la fonction hépatique, fonction rénale, potassium, acidose métabolique, etc. Donc, aussi, le traitement antimigraineux. Je vous l'ai déjà dit, la amitriptyline ou le propranolol en première ligne, les autres traitements étant plus délicats à manier et souvent plutôt par les neurologues. On aura l'occasion d'en reparler. Les traitements endovasculaires, c'est intéressant pour les déhiscences veineuses et ça, c'est un élément nouveau. Ensuite, le traitement chirurgical, c'est une affaire d'équipe et de culture quelquefois. La fosse moyenne est de moins en moins utilisée parce qu'il faut avoir une culture neurochirurgicale qui n'est pas fréquente chez les otologistes, en tout cas en France, et encore plus à l'étranger d'ailleurs, à part aux États-Unis, et même aux États-Unis, les neurochirurgiens ont mis la main dessus. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on en est arrivé à faire des exclusions canalaires par voie transmastéoïdienne. Ce n'est pas si simple. Il faut vraiment savoir se reconnaître dans un rocher pour ne pas faire de bêtises, mais c'est tout à fait faisable et je dirais c'est presque ambulatoire. Il y a eu le capping canalaire. On interpose un morceau de cartilage entre la déhiscence et la méninge pour faire une interface non vibratoire. Ça marche moyen. Et le renforcement de la fenêtre ronde, qui a une efficacité très inférieure et peu durable, mais qui a son intérêt, on va y revenir. Donc, une règle. Vous voyez une déhiscence du canal supérieur, vous dites je vais l'envoyer au chirurgien ou je l'opère moi-même, mais attention, vérifiez bien qu'il n'y en a pas une autre déhiscence, notamment au niveau de la cochlée. Donc, 20% dans une étude récente lyonnaise de Ionescu montre, l'équipe de Taïwan, que dans 18,5% des cas, sur 157 cas, vous avez au moins 2 déhiscences et quelquefois 3. Donc, si vous vous précipitez sur le canal supérieur et que le malade n'est pas bien après, il ne faudra pas être surpris. Trois situations, 3 approches. Déhiscence durale, déhiscence veineuse
et déhiscence, troisième fenêtre, non canalaire. D'abord, le mineur dural. Ça, maintenant, on a l'expérience. Moi, ça fait 20 ans que j'ai opéré ce genre de choses. On opère les invalides, ceux qui ont perdu leur vie sociale et professionnelle à cause de leur maladie, ceux qui ont une autophonie insupportable. Pour moi, l'acouphène pulsatile à lui seul ne suffit pas. 4 techniques. Resurfaçage par voie de la fosse moyenne ou capping, on peut faire un capping par voie transmastoïdienne. Exclusion canalaire, le plugging, car vraiment maintenant c'est le plus courant, qu'on peut faire par voie de la fosse moyenne ou par voie transmastoïdienne. Alors, on peut utiliser de la cire ou du fascia. On peut faire un seul plugging au niveau du contact avec la méninge, ou deux, un double plugging en amont, en aval, qui est peut-être plus sûr. Donc, obstruction de la FR, je vous l'ai dit, et stenting du sinus pétreux. Donc, juste pour vous montrer l'image par voie de la fosse moyenne, comme j'expliquais souvent aux patients, quand vous avez une tuile déplacée sur le toit, le mieux c'est de monter sur le toit. C'est très imagé, et je leur disais, c'est pas logique de passer par le grenier. Mais il faut dire quand même que pour avoir fait pas mal de fosses moyennes dans ma vie, depuis que j'ai appris, dans mon enfance chirurgicale, si j'ose dire, euh, c'est quand même plus invasif que la voie transmastoïdienne, même si j'ai jamais eu de souci particulier. La condition étant qu'il faut pas que ça saigne, il faut pas qu'il y ait de fuite de LCR et il faut pas mettre d'écarteur pour éviter les hématomes sous-duraux. Et voilà l'exemple d'un patient qui, 15 jours après l'intervention, alors qu'il avait encore ça c'est la cicatrice le soir, donc lui, il m'a envoyé, c'est lui qui a envoyé la vidéo, donc j'ai autorisation de la montrer. Eh bien, il est monté sur un taureau. Le voilà en blanc, là, vous le voyez, et on voit que le taureau s'intéresse beaucoup à sa déhiscence. Il a fallu le réopérer 10 ans plus tard, d'ailleurs, par la transmastoïdienne, parce qu'il était intenable, ce jeune homme. Non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Par la fosse moyenne, vous m'avez vu mettre de la cire, on peut aussi mettre du fascia. Alors, une fois encore, je pense qu'il y a maintenant, il n'y a guère que les neurochirurgiens qui font ça, puisque les otologistes, même ceux qui, comme moi, avaient la compétence pour le faire, se sont tournés sur la voie transmastoïdienne qui est moins agressive. Mais c'est tout de même intellectuellement le plus logique. Voilà maintenant dans le cas d'un syndrome de mineur veineux, vous voyez la déhiscence qui touche le sinus pétreux supérieur, ici, canal postérieur, canal latéral, canal postérieur, canal latéral, canal supérieur. On va chercher la région ampulaire, mais on n'est pas sur l'ampoule, bien entendu, mais ici, vous avez la déhiscence avec le sinus pétreux supérieur, et on va chercher la lumière du canal. On a réservé son fascia, déjà il est tout prêt à rentrer dans le trou. Il n'est pas question de. Une fois qu'on a ouvert le labyrinthe, il ne faut pas attendre, hein. Et c'est vrai dans l'autospongieuse, mais c'est encore plus vrai dans le minor. Ça y est, le canal est ouvert, on n'aspire pas bien entendu, et on insère tout de suite le fascia pour obturer le canal, aveugler la lumière. Avec prudence, vous voyez que l'aspirateur est là, mais il n'est là que pour aider, il n'aspire pas. Et on fait la même chose sur le bras ampulaire. Le bras, la creuse commune. Là où le contact est là, en vérité. Donc l'aspirateur aide à pousser.
Et ce qui est très important dans donc c'est l'oblitération. J'en suis même arrivé à oblitérer totalement la mastoïde. Parce qu'il y a des patients qui restent gênés par l'hyperacousie. Et là, ils ont une hyperacousie par la mastoïde, ils ne peuvent pas se gratter derrière l'oreille. Même le port des lunettes peut leur donner des vertiges. Donc, il faut obturer toute la mastoïde avec de la poudre d'os ou de la céramique. Enfin, il y a plein d'outils maintenant pour faire ça. Voilà un exemple du capping. Donc, c'est l'interface cartilagineuse entre la déhiscence, ici on est à gauche, vous voyez la ligne bleue du canal supérieur qui est déhiscent sur la fosse moyenne. Donc, bien sûr, là non plus, il n'est pas question d'aspirer et on interpose un morceau de cartilage. Voilà. Et on peut penser que c'est extrêmement efficace et dans mon expérience, c'est assez décevant. Je préfère plugger. Alors, quel résultat de tout ça? Eh bien, on va les chercher dans une publication de ce mois-ci de l'équipe de Carey sur 58 cas, je crois, opérés récemment. 94,5% des patients n'ont plus d'autophonie ou peu. L'hyperacousie osseuse disparaît dans 96,5% des cas. Les acouphènes pulsatiles mettent plus de temps à disparaître, mais ils disparaissent dans 70% des cas. C'est-à-dire qu'il y a un tiers des patients qui gardent leur acouphène pulsatile et c'est pour cela que l'acouphène pulsatile ne doit pas être à lui seul un argument pour opérer. Alors, est-ce que c'est dangereux pour l'audition et pour la fonction vestibulaire? Si on respecte les règles de ne jamais aspirer, d'être prudent, il ne se passe pas grand-chose. Parfois, une réaction labyrinthique, hein, c'est une oreille qui est agressée quand même, hein, on agresse l'oreille interne, on peut voir des réactions labyrinthiques, comme on peut voir parfois dans l'autospongiose. Voilà pourquoi, qui est sûrement inflammatoire, voilà pourquoi je recommande une corticothérapie systématique dès le péropératoire pour 48 heures pour prévenir cette réaction labyrinthique. Il est rare qu'il y ait des déficits vestibulaires persistants. Il y en a parfois de quelques jours, mais peu durables. Mais dans 10% des cas, il y a un déficit persistant. Mais les PO récupèrent. Ça, c'est très important à comprendre pour montrer qu'on a bien travaillé. Si les PO ne récupèrent pas, c'est que quelque part, on a été un peu trop agressif. Et d'ailleurs, les publications, je reviens à cette énorme publication américaine de 229 cas, on voit que c'est sur le déséquilibre et la sensation de malaise pseudo-vertigineux qu'on a les moins bons résultats, 37-46% de soulagement. Donc, il ne faut pas promettre la lune aux patients, en aucun cas, ça n'est pas magique, mais c'est quand même très efficace. Alors, est-ce qu'un patient migraineux, on le met plus facilement sur la table? Non. On doit traiter la migraine avant parce que les patients, pour beaucoup, ne sont pas soulagés quand ils sont migraineux. Voilà, il faut bien le comprendre. Alors, il y a des formes bilatérales. Moi, elles sont souvent synchrones, mais pas sur le plan clinique. Sur le plan clinique, elles sont souvent métachrones. Il faut savoir que si on occlue les deux canaux supérieurs, les oscillopsies sont quasiment automatiques et ce n'est pas facile à combler. Alors, les associations à problème, c'est la déhiscence méningée, le Swiss cheese de Minor. C'est-à-dire, vous voyez ici la déhiscence avec la méninge où l'encéphale qui pénètre dans l'oreille moyenne, en même temps qu'il y a une déhiscence. La fixation du marteau par appui méningé ou, de façon fortuite et sans rapport, l'autospongiose comme ici. Alors, faut-il opérer les patients qui ont un minor et une autospongiose? Je pense tout le monde est à peu près d'accord maintenant dans le milieu otologique. Oui, je pense que quand un patient a une autospongiose sévère avec une surdité de plus de 40%, il faut l'opérer. Quitte à éventuellement, si jamais ça se produit, traiter la troisième fenêtre par la suite, car on ne peut pas se permettre de laisser évoluer une autospongiose avec les inconvénients que ça présente. Ces patients étant souvent d'ailleurs pas forcément tolérants à l'appareillage. Alors,
Comment peut-on savoir si la troisième, la déhiscence que l'on voit en même temps que l'autospongeuse est dangereuse? Est-ce qu'elle va s'exprimer après l'opération au travers d'une hyperacousie? On peut éventuellement faire des PO par voie osseuse. Mais techniquement, c'est compliqué. Il y a peu de plateformes d'électrophysiologie qui le font correctement. En tout cas, on n'a jamais réussi à faire ça de façon fiable. Alors, quand on a une autre déhiscence, comme celle-là, par exemple, première portion cochlée, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. On fait la technique de Wakim, c'est-à-dire qu'on va renforcer la fenêtre ronde par voie du conduit auditif. On taille un cartilage sur mesure de la fenêtre ronde, comme on le fait quand on fait des myringoplasties cartilagineuses. Je pense que vous avez, pour ceux qui sont chirurgiens, l'habitude. On commence par mettre une première couche, une espèce de drap, après avoir dépériosté le tour de la fenêtre ronde. Et ensuite, on va encastrer un fragment de cartilage à la taille. Et on a ainsi une parfaite stabilité. Si vous mettez que le fascia, il va forcément s'échapper à un moment donné et venir se coller sur la face profonde du tympan. Alors, enfin, Ionescu, encore lui, mon ami lyonnais, toujours très présent, euh, s'est beaucoup intéressé, et l'équipe lyonnaise est l'une des premières à boucher un sinus pétreux supérieur par voie endovasculaire. Ici, on voit le, le stent, et aussi le stent, ce qui améliore la situation des patients ayant une déhiscence veineuse. D'autres publications depuis, ici, c'est l'équipe du CHU de Tours, qui a publié en 2025 et d'ailleurs en 2026 dans un autre journal une déhiscence veineuse du sinus pétreux supérieur par une granulation arachnoïdienne de Pacchioni qui vient impacter et boucher le sinus pétreux supérieur. Et donc, il propose de le stenter. Voilà la granulation. Le trou, le sinus pétreux supérieur est interrompu par la granulation qui vient en contact du sinus pétreux supérieur. Et là, on va stenter le sinus pétreux supérieur, le rendre rigide, ce qui n'aura plus d'effet de troisième fenêtre. Et en même temps, on traite le minor et l'acouphène pulsatile qui est lié à la granulation arachnoïdienne. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette maladie passionnante et qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Je crois qu'on a beaucoup de choses à apprendre encore à son sujet, bien cadrer les indications opératoires. C'est pas si simple. Et encore, j'allais dire, un effet d'école qui n'est pas résolu et beaucoup, il y en a qui sont très chirurgicaux et d'autres beaucoup moins. Voilà, merci en tout cas de votre attention soutenue.